D'accord. Ah oui. Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise, plusieurs alertes à la bombe ont été lancées cet après-midi en Martinique. Ce seraient apparemment des mauvais canulars. La ferme d'insertion Bontemps-la-Cour ouvrait ses portes ce matin au Saint-Esprit. Corsair présentait ses vœux à la presse, l'occasion d'annoncer les perspectives de la compagnie pour 2016. Et notre invitée ce soir est experte du groupe de travail sur les afrodescendants au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Notre invitée est aussi présidente de la Fondation Frantz Fanon. Nous recevons ce soir Mireille Fanon-Mendès-France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Et nous vous retrouvons tout à l'heure. Alors, commençons cette édition en bref. Excusez-moi. Commençons cette édition en bref avec une anecdote qui n'en est pas réellement une. L'émission Toute une histoire, présentée par Sophie Davant, a revisité son concept en cette nouvelle année. Il n'y aura plus plusieurs histoires, mais une seule par émission. Réservoir Prod choisit Alex Ursulet pour inaugurer la formule et pour parler de son nouveau livre, L'Indéfendable, livre dans lequel il témoigne de son métier d'avocat pénaliste. Alex Ursulet choisit le nouveau président de la collectivité territoriale de la Martinique, Alfred Marie-Jeanne, pour venir parler de lui. La production refuse. Alex Ursulet signifie alors qu'il préfère renoncer à l'émission qu'à son amitié avec Alfred Marie-Jeanne. Ce dernier a maintenu son voyage à Paris, mais reste atterré d'apprendre que c'est lui qui gêne le bon déroulement des choses. Mais est-ce que ce sont ses fonctions politiques, ses idées indépendantistes qui ont effrayé France 2 ? Alex Ursulet a écrit au CSA et au directeur de Réservoir Prod pour connaître le fin mot. Je vous le disais, plusieurs alertes à la bombe ont été lancées cet après-midi en Martinique. La mairie de Fort-de-France, le centre Périnon, le centre Océanis au Robert et le centre commercial de Géant Batelière à Schœlcher étaient visés. Ces alertes seraient de mauvais canulars. William Zali a recueilli les réactions des Martiniquais. Reportage. Suite à une alerte à la bombe, le bâtiment administratif de la mairie de Fort-de-France a été évacué peu après 12h30. La police et les pompiers ont été tout de suite dépêchés sur place. On m'a dit qu'il y a une bombe à la mairie de Fort-de-France. Mon enfant est scolarisé à la maîtrise de la cathédrale. Comment se fait-il qu'on n'a pas évacué l'école? J'aurais aimé savoir pourquoi ils évacuent la cour Périnon. Tout ce qui est aux alentours et pas l'école privée qui est juste à côté de la mairie. J'aurais aimé savoir le pourquoi du comment. J'attends une réponse, bien évidemment. Comment? Parce que ma mère elle est à la mairie, elle m'a appelé pour me dire de venir chercher mon enfant à l'école. Parce qu'il y a une bombe et c'est ma mère qui a alerté l'école. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Plus de vigilance. Quand j'étais dans le bus, ils ont dit oui, il y a une alerte à la bombe. Moi, je pense que c'était la rigolade. Et puis quand je suis arrivée, il y a eu les policiers. Je vois les policiers, tout ça. Pour savoir un peu plus, Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, a répondu à nos questions. Oui, c'est un appel qu'on a reçu au standard, donc on a pris au sérieux. Vous savez, dans ce genre de cas, il ne faut pas jouer avec la sécurité des gens. Donc là, j'ai pris la décision de fermer le bâtiment, d'évacuer le personnel municipal et le public qui se trouvait dans le bâtiment et de faire procéder à une fouille en règle du bâtiment avant d'autoriser la réouverture du bâtiment. Bien, l'édifice a été ceinturé. Les spécialistes de ces questions-là sont en train de fouiller le bâtiment pour s'assurer de la présence ou pas d'un objet, d'un engin explosif dans le bâtiment et pour pouvoir nous donner ou pas l'autorisation de procéder à la réouverture du bâtiment. Non, on n'a pas de détails particuliers. Qu'est-ce qu'elle a dit cette personne sur la plan. C'est peu fréquent, mais c'est déjà arrivé, pas depuis cette mandature, mais c'est déjà arrivé en Martinique, dans des établissements scolaires par exemple, qu'on ait ce type d'appel. Et dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, il faut prendre ce genre d'appel au sérieux. Pour l'instant, non, ça c'est le travail de la police. De remonter sur les origines de l'appel et d'identifier l'appelant. Vous savez que dans ce genre de cas, lorsque vous avez affaire à des canulars comme ça, il peut y avoir des... s'il s'agit d'un canular, il peut y avoir l'identification de l'appelant et éventuellement des sanctions qui sont prises. C'est en fin de matinée, donc ce n'est pas l'heure d'affluence du public en matière de délivrance de pièces à l'état civil, etc., puisqu'on a des horaires de réception du public, mais il y a 650 personnes qui travaillent dans le bâtiment. Une évacuation qui s'est faite dans le calme sans difficulté particulière. Et dans la même matinée, 3 autres alertes ont été données. Une au centre commercial Cour Périnon à Fort-de-France, une autre à Carrefour Batelière et la 3e au centre commercial Océanis au Robert.
Parlons santé à présent. Faut-il arrêter les vaccins ? La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a lancé un débat public, une consultation citoyenne sur l'obligation vaccinale. De plus en plus médiatisés, les risques liés au vaccin inquiètent les citoyens. Faut-il, en France, maintenir l'obligation vaccinale ou s'inspirer d'autres pays où aucun vaccin ne sont obligatoires ? La ministre a confié à Sandrine Hurel la rédaction d'un rapport relatif à la politique vaccinale. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Sommes-nous à la veille d'un tournant majeur en matière de politique vaccinale ? Le débat sur la fin de l'obligation de vacciner est aujourd'hui lancé. Après avoir sous-estimé pendant des années la montée d'un sentiment de défiance à l'égard des vaccins et souvent balayé d'un revers de la main les inquiétudes sur d'éventuels effets secondaires graves, les autorités sanitaires se trouvent aujourd'hui acculées au débat. On est, nous, en tant que professionnels de santé, un petit peu inquiets par rapport à certaines pathologies qui réapparaissent parce que les gens sont de moins en moins vaccinés. Donc, par exemple, la rougeole, on revoit des épidémies de rougeole qui n'existaient pas il y a quelques années parce que les gens étaient vaccinés contre la rougeole. Le risque, on voyage de plus en plus, les gens vont partout maintenant. Il n'y a plus de limite, les gens voyagent, ils ramènent peut-être des pathologies qui n'existaient pas avant dans nos pays. Et est-ce qu'on doit prendre ce risque-là de ne plus vacciner ou de... Je crois qu'avec la mondialisation, il faut quand même qu'on soit vigilant par rapport au vaccin. Je ne vois pas pour quelle raison que l'on voudrait supprimer ça, puisque la raison pour laquelle depuis très longtemps tous les bébés d'avant, autrefois, étaient vaccinés pour ça, pour la protection, pour protéger les enfants, les bébés. Alors je pense que si j'avais un enfant, je le ferais quand même vacciner, car il peut quand même attraper des maladies comme le tétanos ou autre. Je pense que c'est nécessaire pour vous faire vacciner quand même. Ce que je pense, c'est qu'auparavant, ils disaient que c'était indispensable. Donc je ne comprends pas aujourd'hui qu'ils disent qu'il faut retirer les vaccins. Donc ça me laisse à réfléchir. L'opinion, c'est qu'on trouve pas cadeau ça qu'il y a concernant. Oui, pas cadeau ça qu'il y a le papier. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a ainsi annoncé mardi 12 janvier une batterie de mesures pour tenter de rétablir une confiance écornée depuis la gestion maladroite de la vaccination contre l'hépatite B dans les années 90 et plus récemment lors de la pandémie de grippe à H1N1 en 2009. Ce matin, la ferme Bontemps-la-Cour ouvrait ses portes. Ce projet monté par l'association Adexo et l'entreprise Servichef Espace Sud a pour ambition de garantir un taux de sortie positive du dispositif d'insertion par une intégration durable. Outre son activité agricole biologique, un élevage d'animaux domestiques agricoles devrait voir le jour ainsi qu'un restaurant. William Zali a suivi l'inauguration. Reportage. Ce matin, en cet esprit, avait lieu l'inauguration de la ferme Bontemps-la-Cour, qui, elle, est administrée par l'ADESCO, Association de développement des cultures et des solidarités. C'est une association qui porte un atelier chantier d'insertion dont l'objectif c'est de promouvoir l'insertion et la réinsertion de personnes en difficulté. Alors aujourd'hui on inaugure ce site parce que l'action a démarré en septembre 2015 et après 4 mois de nettoyage, de mise en place, donc nous sommes fin prêts aujourd'hui pour accueillir le public. De plus, on a signé un partenariat avec l'entreprise Servichef, qui est une entreprise située sur l'espace sud, un partenariat qui nous permet d'assurer la sortie du public qui est chez nous, parce qu'en insertion, les personnes restent au maximum 24 mois chez nous. Donc à l'issue de ces 24 mois, on a signé un partenariat avec Servichef pour que Servichef puisse les embaucher et leur permettre effectivement d'aller vers l'emploi pérenne. Nous avons, au travers de cette convention, obligation de proposer chaque année 10 sorties positives aux personnels qui sont en insertion ici. Une sortie positive en insertion consiste en réalité à proposer à un public éloigné de l'emploi, d'abord ça consiste à l'accompagner vers l'emploi, et puis ça consiste aussi surtout à proposer un emploi durable. 15 ouvriers agricoles à votre charge, est-ce beaucoup? C'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de jeunes, des personnes en difficulté à la Martinique. Il faudrait plus de structures comme ça sur le territoire martiniquais, parce que rien que dans le sud, il y a plus de 6 000 jeunes sur le carreau. Et je crois que des structures comme ça pourraient permettre de les aider pour trouver un emploi durable. On emploie ce qu'on appelle la méthode Feuerstein, qui permet de valoriser la personne à travers. On part du principe, quel que soit son handicap, quel que soit son niveau social, quelle que soit sa problématique, on a droit au changement.
Parlons carnaval, élément essentiel de notre patrimoine culturel. Le carnaval Foyalais fêtera ses 110 ans cette année. Il représente un formidable moment à vivre, mais une partie de la population martiniquaise s'interroge sur le déroulement de cette manifestation face aux travaux effectués au centre-ville suite au TCSP et surtout face à une menace de violence durant ces jours de festivités. Mais la mairie de Fort-de-France tient à rassurer la population face à cette rumeur. Nous avons rencontré M. Maurice Fernet, directeur du département Proximité Sécurité. Il fait le point sur les dispositifs d'accueil du public et de gestion des manifestations. Écoutez. Le boulevard Fort-de-France, c'est effectivement un itinéraire qui est réservé aux parades, quand ils vont les paysans du centre-ville, notamment le boulevard Jean de Gaulle, le boulevard Alain, le Ménez de Proche, le boulevard Alphassade, le boulevard Chevalier Sainte-Marthe et la rue Bouillet, une route de 2,7 km. Donc, depuis plusieurs semaines déjà, les services vérifient ces voies, l'éclairage public, tout ça pour éviter que des accidents se produisent, le passage est guidé, puisque les... Problème technique, nous ne pouvons pas vous diffuser ce reportage. Passons au suivant. Samedi 16 janvier, le CNR Martinique organise en partenariat avec la ville de Fort-de-France la journée de lancement de la décennie des personnes d'ascendance africaine. Une décennie lancée par une résolution de l'ONU visant à lutter contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans son plus large sens. Une prise de conscience de la culture, du patrimoine et de l'histoire est aussi l'objectif de cette manifestation. Ce matin, une conférence de presse était donnée pour annoncer la journée de lancement. Reportage. Ce matin était organisée une conférence de presse sur la journée de lancement de la décennie des personnes d'ascendance africaine proposée par l'ONU. Cette journée, organisée par le CNR, le Comité national des réparations, se déroulera samedi prochain, le 16 janvier, au parc floral Aimé Césaire à Fort-de-France. Garcin Malsa, président du MIR, nous a présenté cette journée de lancement. Le lancement va se faire en 3 temps. Un premier temps pendant lequel va se mettre en place une manifestation des exposants, de tous ceux qui vont exposer leur art de manière de se sentir dans leur africanité. Un deuxième temps est réservé au colloque. Alors ce colloque qui est présidé par Mme Fanon Mendès-France Mireille, qui, elle, est la présidente du groupe de travail des personnes d'ascendance africaine à l'ONU. Les 3 concepts retenus dans le cadre de la décennie, c'est reconnaissance, justice et développement. L'objectif de cette décennie est une prise de conscience des personnes d'ascendance africaine. Une prise de conscience de leur histoire, notamment pour une meilleure réflexion sur leur réalité. Il est très important pour nous, et qui faisons partie de tout ce qu'on appelle les personnes d'ascendance africaine, de prendre nos responsabilités devant l'histoire. Nous savons que l'ONU a mis en place une résolution qui devait être mise en application depuis le 1er janvier 2015, pendant 10 ans, jusqu'au 31 décembre 2024. Et les chefs d'État devraient faire en sorte que cette résolution soit appliquée, diffusée, partagée partout là où il y a des personnes d'ascendance africaine. Or, cela ne se fait pas. Nous estimons, nous, personnes d'ascendance africaine, qui vivons en Martinique, nous avons la responsabilité de lancer cette décennie. C'est une manière de faire prendre conscience aux Martiniquais, aux Caribéens qui vont venir dans ce colloque, de montrer que nous prenons notre totale responsabilité dans cette histoire. Le lancement de la décennie des personnes d'ascendance africaine se fera samedi toute la journée au parc floral Aimé Césaire et au Grand Carbet à Fort-de-France. Elle se clôturera par un concert de 18h à 21h avec des artistes martiniquais comme Sahel, Nicolas Lawson, Joël Ursule, Papa Slam et d'autres. Et retrouvons maintenant l'invité de notre édition, Mireille Fanon Mendès-France. Alors, vous êtes la fille de Frantz Fanon, auteur qui a pensé, réfléchi et écrit sur l'identité africaine. Vous êtes experte du groupe de travail sur les afrodescendants au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais quelle est cette résolution dont on parle concernant cette décennie pour les personnes d'ascendance africaine ?
En fait, à l'issue de l'année pour les personnes d'ascendance africaine 2011, il a été constaté que peu de choses avaient été faites et que l'invisibilité structurelle dans laquelle sont maintenues les personnes d'ascendance africaine et les Africains ne pouvait pas être résolue en un temps aussi court. Donc, en tant qu'experts, nous sommes 5 experts dans ce groupe de travail, nous avons beaucoup insisté et œuvré pour obtenir un temps beaucoup plus long et donc on a pensé à une décennie. Du coup, on a travaillé sur un programme d'action et ensuite il a été travaillé, retravaillé par les États, par l'ONU pour élaborer ce programme d'activité et d'où est sortie la résolution qui a été adoptée en décembre 2014 en novembre 2014 à New York, à l'Assemblée générale. Et les thèmes de la décennie sont reconnaissance, justice et développement. Très bien. Alors, quelle est votre analyse du rapport des Martiniquais à leurs racines africaines? Là, vous me posez une question très précise. Je n'ai pas forcément la réponse. Comment ressentez-vous, en fait, la conscience africaine chez les Martiniquais ou chez les Caribéens de façon plus générale? Alors, je veux peut-être parler de manière plus générale. Chez les Caribéens, si on regarde ce qui s'est passé fin 2015 dans la CARICOM, où des États de la CARICOM ont décidé de porter plainte, de demander réparation à la Grande-Bretagne. On ne peut que considérer que la conscience des origines, de l'histoire dont on vient, est absolument réelle et toujours actuelle. En ce qui concerne la Martinique, le fait que, d'abord, il y ait un comité national des réparations montre aussi qu'il y a une véritable préoccupation sur cette histoire-là. Qu'il y ait cette journée pour lancer la décennie, parce que l'État français n'a pas pris jusqu'à présent la décision de la lancer. C'est quelque chose donc d'extrêmement important et qui montre aussi que les personnes d'ascendance africaine de Martinique sont très concernées par ça. Donc, si on additionne ce qui s'est passé dans la CARICOM, ce qui se passe en Martinique, ce qui se passe aussi en Guadeloupe, où il y a des paysans qui luttent pour leurs terres et une procédure légale est entamée dans le cadre d'une restitution de terre, on ne peut que constater, et si on va au Brésil, où il y a quand même une forte mobilisation des afrodescendants, dans d'autres pays, où maintenant, même au Chili, où jusqu'à présent les afrodescendants étaient totalement ignorés, à tel point même qu'ils n'étaient pas inclus dans le recensement chilien, national chilien. Ils se sont battus pour enfin être comptabilisés en tant que citoyens chiliens. Il y a donc une prise de conscience et un nouveau dynamisme qui laisse augurer que, en tout cas, les afrodescendants ne sont plus décidés à demeurer dans l'invisibilité structurelle qui les a organisés jusqu'à maintenant et qu'ils sont prêts à prendre la parole. Ils n'ont plus non plus envie que les autres la prennent à leur place et que lorsque l'on parle de racisme, on ne dit rien de ce racisme si particulier qui affecte les afrodescendants et les Africains, qu'on peut résumer et définir comme afrophobie. Certaines associations en France, dont une que je connais, parlent, elles, de négrophobie. Donc, ils ont créé la brigade anti-négrophobie. Donc, je pense que tout ça sont des signes extrêmement positifs qui montrent que des siècles d'asservissement, alors après, ça a pris différentes formes, évidemment, mais des siècles d'asservissement et d'aliénation, eh bien, on arrive là à un moment où les jeunes, les moins jeunes, mais toute une partie de la population dit ça suffit et il faut compter avec nous et vous devez nous compter et vous devez aussi nous regarder, nous entendre. Et donc il est hors de question
que ça continue comme ça. Mais alors, cette prise de conscience de l'histoire africaine ou de son histoire, de l'histoire d'un peuple, est-elle nécessaire et fondamentale pour vous pour réussir à se reconstruire, à se construire une identité? Je pense que ce n'est pas tellement une question d'identité, parce que les gens ont conscience de où ils viennent. Après, bon, qu'ils s'arrangent avec, qu'ils ne s'arrangent pas, mais ils ont tous plus ou moins conscience avec. Je pense que le problème est beaucoup plus général que cela et beaucoup plus important qu'on ne le pense. C'est que si on continue à ne pas considérer l'histoire ou l'historisation de la traite négrière pour ce qu'elle est, donc de la minimiser, donc de dire mais écoutez, vous avez été libérés, maintenant pourquoi revenir à de telles choses? Donc faire une espèce de réécriture, un storytelling qui avantage les descendants ou ceux qui nous ont esclavagisés. Donc si on continue à nier cette histoire, à la réécrire, ou même certains qui disent mais non, le code noir n'était pas si terrible que cela, ça a donné une certaine visibilité juridique à des personnes qui n'en avaient pas, donc c'est bien. Enfin, on entend des choses comme ça par des gens extrêmement respectables, qui sont même enseignants à l'université non c'est plus Antilles-Guyane maintenant. Des Antilles tout court. L'université des Antilles, donc on entend des gens tout à fait avec pignon sur rue, diplômés de l'État, qui maintiennent des mensonges assez scandaleux et dangereux. Parce qu'en définitive, ce qui fait que cette invisibilité des afrodescendants perdure, c'est que parler de la traite négrière, de l'héritage, de l'historisation de cette traite négrière et de la mise en esclavage, c'est aussi parler forcément de ce qui a originé cette histoire-là. Donc l'histoire d'une culture, d'une race supérieure qui a entraîné une culture supérieure. Donc une hiérarchisation des races et des cultures. Et notre système capitaliste, entre autres, est fondé là-dessus. Et on voit maintenant, on arrive à quelque chose d'assez étonnant, c'est que ce capitalisme s'est développé et les sociétés occidentales usent de ce qui s'est passé au début. Donc il y a une vérité, la vérité c'est qu'il y a une culture et des races supérieures à d'autres. Donc, de ce fait, on peut continuer à dominer le monde et on voit très bien que ça se traduit par l'hégémonie de certains États, mais aussi par une pensée unique et une forme de modernité qu'on veut imposer à l'ensemble des pays et particulièrement en Afrique, anciennement colonisée, mais aussi en Amérique latine, on le voit, aussi en Asie. Bon, des pays résistent et se montent contre se rebelle un peu contre ce type d'hégémonie, mais ce n'est pas si facile que ça, puisque par derrière, il y a un certain nombre de relations internationales, enfin, etc. On ne va pas rentrer dedans. Mais on voit bien donc que si on ne veut pas se questionner sur cette historisation et le séquencement, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'à partir de cette fausse croyance, il y a eu un séquencement de la formation des racismes. Mais celui qui a inauguré l'ensemble des racismes, c'est cette politique de la race. Et cette politique de la race, elle a été remplacée par une espèce de nébuleuse qu'on a mise sous le terme racisme. Mais quand vous mettez vous désignez le racisme dont est victime une population entière, vous ne dites rien parce que ce racisme peut avoir différentes définitions. On a trouvé une définition pour l'antisémitisme, pour les racismes religieux. On a trouvé une définition, un terme particulier. En ce qui concerne ce racisme qui ostracise des personnes en raison de la couleur de leur peau et pour laquelle les personnes ne peuvent rien faire, on n'a jamais voulu donner le terme. On a parlé de discrimination raciale, mais ce n'est pas suffisant. Il faut bien dire afrophobie, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Merci Mireille Fanon Mendès-France d'être venue sur notre plateau, excusez-moi. C'est la fin de cette édition avec des petits soucis techniques. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, votre émission Libre Antenne. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.